Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture. Donc je vais vous parler de mes lectures du mois de décembre que j'avais un petit peu évoquées dans un vlog je crois, et aussi de celles que j'ai effectuées au mois de janvier. Donc je commence avec Récits fantastiques de Théophile Gautier dont j'avais déjà parlé je crois. Donc c'est un recueil de plusieurs récits autour de... qui s'inspire à pas mal des mythes antiques, qui fait appel aux hallucinations, aux apparitions qui sont presque fantomatiques, pour évoquer des histoires d'amour qui sont tragiques, qui sont impossibles. Et je dois bien avouer que ces nouvelles, elles se savourent un peu comme des petits bonbons, vraiment. Gautier, il a un univers que j'affectionne particulièrement, vous savez, ambiance 19e, tout ça, que j'affectionne particulièrement, et donc ça marche plutôt bien sur moi. Il y a des ambiances, on va dire, presque un peu mystérieuses, des effets, on va dire, un peu de brume, de mystère, de manoir hanté, un peu, ce que j'aime beaucoup. Et ça frôle presque l'horreur parfois, donc c'est vraiment... j'aime beaucoup. Et puis Gautier, voilà, il a une écriture qui est très raffinée, très élégante. C'est même parfois trop, on pourrait se dire. C'est presque trop dans le bibelot, ça tomberait presque dans l'opulence, je sais pas. Mais j'aime quand même bien. Après voilà, il y a 2-3 choses qui m'ont dérangée et c'était un peu les réserves que j'avais, c'est-à-dire qu'à 2 reprises, Théophile Gautier a vraiment des propos qui sont ouvertement misogynes, qui sont vraiment, c'est écrit noir sur blanc, c'est très assumé de sa part. Les personnages féminins dans ces histoires-là sont sont un peu caricaturaux quand même. C'est soit les femmes qui sont un petit peu, soit des succubes, soit ce sont des femmes qui sont très pâles, très frêles, très presque insignifiantes en fait, donc... quand on combine tout ça et qu'on sait ce que dit l'auteur derrière, ce qu'il pense des femmes derrière, bon, c'est un petit peu agaçant. Mais bon, j'ai quand même dans l'ensemble quand même beaucoup aimé, et je pense aussi que j'ai vu que Théophile Gautier faisait de la poésie, et je pense que sa poésie pourrait vraiment me plaire, donc il faudrait que je regarde ça. J'ai lu le livre de Noël de Selma Lagerlöf, donc pour Noël. J'avais pas été transcendée par ce que j'avais déjà lu d'elle, donc j'avais déjà lu L'Anneau du Pêcheur, qui est un autre recueil de contes, et ça m'avait pas transcendée, on va dire, alors que j'ai vraiment préféré celui-ci, je pense. Donc c'est un recueil de plusieurs contes autour de Noël, autour de l'hiver. Ce sont des histoires qui sont assez réalistes finalement, qui sont vraiment des petites histoires simples je dirais, et qui évoquent parfois des manifestations divines un petit peu, où là on voit, où transparaît je dirais toute la foi de Lagerlöf que j'avais déjà constaté dans L'Anneau du Pêcheur. Il y a aussi également des évocations de légendes suédoises, donc c'est un plaisir de découvrir un petit peu cet univers-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que bon, déjà c'est des petites histoires assez courtes, donc ça se lit vraiment très vite. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce côté, chaque histoire en fait on peut en tirer une leçon, mais vous savez, c'est une leçon, c'est des leçons simples qui ont pas forcément une grande prétention, mais avec des idées je trouve qui sont plutôt progressistes pour l'époque à laquelle ça a été écrit. Et on tombe jamais dans l'exagération aussi, et j'ai apprécié ce côté-là. J'avais pas le souvenir, enfin je le sentais déjà un peu dans L'Anneau du Pêcheur, mais là je trouvais que c'était mieux amené, que en tout cas les thématiques me parlaient plus, je pense. Et puis voilà, c'est une ambiance qui est... c'est une ambiance un petit peu rurale, un petit peu forestière, qui me plaît aussi beaucoup, donc tout ça a participé au fait que j'ai quand même beaucoup apprécié cette lecture, et que je vous la recommande sincèrement pour lire pour l'hiver, et plus particulièrement pour Noël. J'ai lu le tome 4 du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski, Le Temps du Mépris. Donc comme je le pressentais, comme on me l'avait déjà dit, beaucoup d'action dans ce tome. On a vraiment une bataille entre des magiciens, on a des trahisons, des assassinats, une fuite vers l'inconnu. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Vraiment j'ai dévoré les pages de ce livre, notamment il y a vraiment une grande bataille de magiciens qui est racontée un petit peu de façon différée. C'est plusieurs personnages qui se racontent les uns aux autres, du coup ça permet d'avoir un croisement de points de vue qui est vraiment très intéressant, et qui permet vraiment de saisir un peu tous les enjeux des personnages et tout ce qui tourne autour du rôle des magiciens dans l'univers de Sapkowski, puisque les magiciens dans son univers ont un rôle vraiment politique, hein, ce sont les conseillers des rois et des reines des différents royaumes. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est quelque chose que Sapkowski fait très bien en général dans ses ouvrages, c'est qu'il se place du point de vue non pas de personnages principaux, mais qu'il de temps à autre en fait il se place du côté de personnages, on va dire, peut-être plus anecdotiques, moins importants.
Par exemple, il se place du côté de paysans ou autre. Et là, dans ce cas-là, il prend la place d'un messager, ce qui est très pratique, puisque le messager, en fait, se retrouve à suivre le même chemin par hasard que Gérald de Rive. Et dans ce cas, grâce à ça, en fait, le messager va pouvoir se rendre compte de ce qu'a fait, des traces laissées par Gérald de Rive, des actions qu'il a pu faire, des événements sur lesquels il a pu intervenir ou sur lesquels il a pu influer. Pardon, qu'il a pu influencer. Et c'est vraiment intéressant parce que ça permet aussi, à travers ces personnages, à travers leur regard, de se rendre compte des conséquences des choix des personnages, on va dire, principaux sur le monde, sur les décisions des rois, des reines, de la politique, en fait, finalement, sur le quotidien de personnages qui peuvent sembler insignifiants. Et ça, c'est quelque chose que Sapkowski fait très bien. On le sentait déjà un petit peu dans ses précédents tomes, mais c'est vraiment assez... c'est très remarquable ici. Et puis bien sûr, on va aussi beaucoup suivre Ciri, qui est vraiment un de mes personnages préférés. On va vraiment la suivre pendant un bon moment, au même titre que quelques magiciennes qu'on va apprendre à connaître un petit peu plus. Je pense notamment à une séquence assez drôle avec Yennefer et Gérald dans l'ouvrage avec un banquet. Je vous en dis pas plus, mais ce duo est vraiment aussi assez iconique. Leurs réflexions, leur je t'aime moi non plus, c'est quelque chose d'assez drôle aussi que j'aime bien dans The Witcher. Voilà, j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Je dirais juste que il y a une ambivalence sur une scène qui, moi, me met un peu mal à l'aise, et je veux bien avoir l'avis de certaines personnes si elles l'ont lu. Dans l'ouvrage, il y a une scène de viol sur un personnage féminin, et Sapkowski fait le choix donc de prendre le regard de nous placer la scène du côté du personnage qui subit, et je trouve qu'il il écrit noir sur blanc la dissonance en fait qu'il y a entre le refus de ce personnage de l'acte et la façon dont son corps réagit. Ça, je trouve qu'il le met très bien par écrit, mais donc on pourrait se dire c'est du female gaze, finalement c'est intéressant et tout. Sauf qu'en fait, le viol est commis par un autre personnage féminin, et je ne peux pas m'empêcher de penser que derrière, je me trompe peut-être, mais je peux pas m'empêcher de penser que derrière c'est le fantasme un peu d'un homme hétéro lambda, je sais pas, mais ça me dérange un peu, et je sais pas. Je pense que les prochains tomes vont peut-être répondre à mes doutes, à mes questions, parce que il va forcément y avoir des conséquences à ce viol, mais voilà, je sais pas. Je préfère vous avertir si vous l'avez pas lu déjà, et si vous l'avez lu, et qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce qu'il y a des conséquences derrière? Comment vous l'avez interprété? Parce que vraiment cette scène m'a vraiment troublée. J'ai relu plusieurs fois, je me suis dit mais je comprends pas, qu'est-ce qu'il a cherché à faire à travers cette scène? Est-ce que c'est juste du voyeurisme, ou est-ce que c'est autre chose? Je dis voyeurisme parce qu'aussi, faut savoir que dans les jeux The Witcher, auxquels Sapkowski a participé, je crois qu'il a participé à l'écriture des jeux, les personnages féminins sont hyper sexualisés. C'est pour ça que je peux m'empêcher de penser qu'il y a un espèce de fantasme derrière. Je ne sais pas, dites-moi. Franchement, je suis dubitative sur ce point-là. Un autre roman polonais, c'est Dieu, le temps, les hommes et les anges d'Olga Tokarczuk, qui a reçu un prix Nobel de littérature, donc c'est une autrice polonaise. Dans cet ouvrage, on va se placer dans un petit village qui s'appelle le village d'Antan, en Pologne, donc, à l'orée du XXe siècle, et l'ouvrage se décompose en plein de tout petits fragments qui vont nous permettre de suivre les habitants de ce village d'antan de génération en génération. Donc on est placé dans un cadre, on va dire, rural, où on va suivre des paysans, des artisans, où on va suivre leur quotidien finalement, leur questionnement, leurs relations avec les autres, les petites choses de la vie quotidienne qui leur arrivent, ou les grands événements qui marquent aussi leur vie. Donc c'est vraiment... le sujet, bien entendu, central du livre, c'est le temps des naissances, le temps de la mort, le temps qui passe, le temps de la guerre aussi, puisque voilà, on aura une première guerre qui sera lointaine, où les hommes vont partir, et une seconde guerre sur place finalement, puisque la Pologne se fait annexer, et où les soldats vont arriver dans le village d'antan, et on aura des scènes assez terribles de guerre. On suivra surtout la famille du meunier Michel et de sa femme Geneviève, ainsi que leur fille aînée Misha. C'est vraiment des personnages qu'on va suivre le plus souvent, ou en tout cas qui semblent les plus centraux dans l'ouvrage. Notamment Misha, qu'on va vraiment voir naître, qu'on va voir grandir, puis vieillir. Donc personnage peut-être celui pour lequel on aura le plus d'attachement peut-être. Vraiment, c'est un ouvrage étonnant, je dirais, parce que je ne saurais pas trop comment vous le décrire. Ce sont des purs moments de contemplation sur le temps qui passe, d'observation d'objets du quotidien avec lesquels, par exemple, les personnages ont des rapports particuliers de par ce qu'ils signifient pour eux, de par ce qu'ils ont vécu.
J'ai vraiment trouvé ça très beau et en fait Olga Tokarczuk était psychothérapeute, elle est toujours peut-être d'ailleurs, je sais pas, mais ça se voit vraiment dans le traitement de ses personnages, dans les réflexions qu'ils peuvent avoir, vraiment leur aspect psychologique est très travaillé, ils ont même leur évolution en fait avec le temps est vraiment très cohérente, très fascinante je dirais. Et voilà, j'ai aussi trouvé intéressant le fait qu'elle parle de la Seconde Guerre mondiale dans ce petit village de Pologne, qui se fait complètement balayer, les gens ne peuvent rien faire, il n'y a personne pour les défendre. C'est pas quelque chose que j'ai souvent lu sur la Seconde Guerre mondiale, on parle souvent bien entendu des camps de concentration, on parle de l'occupation d'Allemands en France ou de la résistance, pas du tout de ce qui a pu se passer, enfin très peu de ce qui a pu se passer en Pologne, et j'ai trouvé que c'était ce point de vue-là était intéressant. Et voilà, c'est une œuvre vraiment très singulière, je ne saurais pas trop comment vous la décrire, c'est à la limite du conte parfois, parce qu'il y a des événements presque surnaturels qui se produisent, ou en tout cas qui font appel un peu à notre imaginaire. C'est un ouvrage très étonnant, je sais pas si je l'ai très bien décrit, mais c'est un rapport, on va dire, au temps, à la vieillesse, au temps qui passe, qui est assez bienveillant, je trouve, mine de rien. Je peux comprendre aussi, de par son écriture, que Olga Tokarczuk ait pu recevoir un prix Nobel de littérature. Donc si vous êtes curieux, c'est vraiment une chouette lecture que je vous recommande. Je n'ai jamais lu d'autres choses comme ça auparavant, donc vraiment je recommande. Je vais vous parler du Point Zéro de Seiichi Matsumoto, qui est un policier japonais qui se passe dans les années 50, où on va suivre Teiko qui vient juste de rencontrer Kenichi avec qui elle se marie, donc ils se connaissent à peine, et quelques semaines après leur mariage, Kenichi disparaît et Teiko décide de partir à sa recherche. Donc on est plongé dans un Japon, comme je disais, des années 50, où on va découvrir un petit peu la vision du mariage qu'il y avait à cette époque-là, et on va aussi découvrir un petit peu la région de Kanazawa, qui est la région où a disparu Kenichi. Le livre parle beaucoup des vestiges de l'occupation américaine après la Seconde Guerre mondiale au Japon, avec notamment les figures des panpan, des pampans, je sais pas comment ça se dit, mais c'était des femmes qui se prostituaient en fait auprès des soldats américains et qui s'habillaient de façon très colorée ou à la mode occidentale, comme on dit, parce que les japonaises ne s'habillaient pas comme ça à l'époque. Et le livre interroge un petit peu sur ce que sont devenues ces femmes, comment elles étaient perçues à l'époque, comment elles sont perçues après dans les années 50 et qu'est-ce qu'elles sont devenues. Donc thématique que je ne connaissais absolument pas, donc j'ai trouvé que cet aspect, on va dire, historique était très intéressant. Et puis c'est une histoire voilà, qui fait très réaliste, hormis un élément un petit peu du dénouement qui fait un peu tiré par les cheveux. Le reste semble très cohérent, on pourrait tout à fait se dire que c'est une affaire qui aurait pu se produire à l'époque. Voilà, donc c'est une écriture qui est sobre, qui est assez simple, qui du coup sert plutôt bien le récit, la progression de l'enquête, je dirais. Bon voilà, j'ai trouvé ça intéressant, c'est un bon policier je dirais, et avec un petit aspect historique qui est intéressant. Après honnêtement je vous avoue je suis contente de l'avoir trouvé d'occasion parce que bon ça se lit assez vite, c'est pas non plus transcendant, donc si vous l'avez c'est cool à lire, mais après c'est pas une lecture non plus incroyable. J'ai lu Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. J'ai fait cette lecture parce que, étant une personne blanche, je pense que il y a beaucoup de privilèges dont il est important de prendre conscience et qu'il faut se déconstruire sur un certain nombre de points et se reconstruire sur d'autres du coup. C'est une lecture très intéressante et qui est vraiment d'utilité publique je pense. Vraiment on apprend tellement de choses dans cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage que beaucoup de gens devraient lire, je pense que tout le monde devrait lire. Ici, Vergès, elle va parler d'un féminisme décolonial en opposition au féminisme civilisationnel. Alors qu'est-ce que c'est le féminisme civilisationnel? C'est un féminisme qui est exercé par des femmes blanches, majoritairement, et qui veulent en fait, entre guillemets, sauver toutes les autres femmes d'un soi-disant du patriarcat, on va dire, mais en s'attaquant sur des points comme le voile ou le burkini par exemple. Je vous laisse deviner la position de l'auteur sur ces sujets-là. Et c'est surtout un féminisme qui est au service du néolibéralisme qui en fait se sert de ces femmes pour finalement croître et se développer, et tout en restant bien entendu raciste et patriarcal. C'est marrant parce que toute cette partie-là m'a vraiment fait penser à un article du Monde diplomatique de décembre 2020, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Femmes du CAC 40 ou quelque chose comme ça. Je vous mettrai un lien, mais jetez-y un œil si vous pouvez, c'est très intéressant et justement ça parle complètement de ce féminisme civilisationnel, on va dire.
J'ai vraiment appris beaucoup de choses dans cet ouvrage, notamment toutes les histoires qu'il y a eu de contrôle de naissance dans les colonies, que ce soit les colonies françaises ou d'autres pays du Sud, donc on apprend beaucoup de choses. Elle parle aussi beaucoup des femmes, du travail des femmes racisées dans les métiers du care principalement, donc la garde d'enfants, la cuisine, le ménage, et elle parle notamment de toutes ces femmes de ménage racisées qui sont complètement exploitées, qui sont mises de côté, qui sont cachées, qu'on ne doit pas voir, alors qu'elles sont pourtant bien là à faire le travail. D'ailleurs à ce sujet-là, je vous conseille l'excellent podcast de Kif Taras qui parle donc de racisme et qui a en fait dédié un épisode justement aux femmes de ménage de... je crois que c'est Ibis les Batignolles si je dis pas de bêtises. Il y a un témoignage très intéressant justement d'une de ces femmes que je vous recommande d'écouter, c'est très intéressant et ça complète très bien ce qu'explique Vergès dans son ouvrage. Voilà, elle parle aussi du combat des femmes noires qui est souvent dépolitisé en tout cas, ou vidé de son contenu politique. Elle parle notamment de Rosa Parks, dont on connaît en fait pas trop les positions politiques alors que c'était quelqu'un de très engagé. Voilà, en fait elle explique que pour rentrer dans l'histoire, les femmes noires, elles sont, on va dire, on occulte tout l'aspect, tout l'engagement politique de ces femmes et on garde entre guillemets que ce qui sert finalement le libéralisme. Donc voilà, ouvrage très intéressant. Si je ne l'ai pas mis en avant, je remets quand même un petit trigger warning dessus. Apparemment Vergès récupère des travaux de ses étudiantes et s'en sert dans ses ouvrages mais sans les citer. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, voilà, mais je préfère avertir quand même si c'est avéré, parce que si c'est avéré, ben c'est un peu nul quoi. Donc ne faites pas ça, c'est pas bien. Et sinon c'est dommage parce que c'est un super ouvrage, c'est très intéressant et voilà, lecture d'utilité publique encore une fois. Je vais terminer sur une lecture très particulière qui est Le désert des Tartares de Dino Buzzati. Alors c'est très étonnant parce que j'ai choisi ce livre dans ma bibliothèque un peu au hasard et en fait quand je me suis rendu compte des thématiques qui étaient abordées, je me suis dit waouh, c'est quand même une sacrée coïncidence que ce livre arrive dans ma vie à ce moment-là. Le désert des Tartares, ça parle du temps qui passe, du temps immuable contre lequel on ne peut rien faire, du fait que la jeunesse part trop vite et que on peut vite gâcher sa jeunesse et perdre son temps à attendre des choses qui n'arrivent jamais. Ça raconte l'histoire donc de Drogo, qui est un jeune lieutenant qui sort de l'école des officiers et qui est du coup affecté au fort Bastiani. Donc il arrive au fort très très content de son affectation, très enthousiaste. Mais il va vite se rendre compte que le fort est en fait un fort qui est laissé à l'abandon, qui garde une frontière, la frontière entre son pays et le désert des Tartares, qui est en fait une frontière où il ne se passe absolument rien, qui est vide, où on sait qu'il n'y aura pas d'attaque. Et donc dès qu'il arrive, il se rend compte qu'il y a un malaise et il veut tout de suite partir. Mais il se fait plus ou moins manipuler par ses supérieurs qui arrivent à le convaincre de rester. Donc Drogo reste. Et malgré lui, au fur et à mesure, il va se prendre dans une routine un peu absurde, une espèce d'attente permanente d'un événement au-delà du fort, d'une potentielle attaque des Tartares, d'une potentielle guerre, qui, vous vous en doutez, ne vont jamais arriver. Et au-delà de ça, couplé à cela, un désintérêt progressif pour sa ville natale qu'il adore, pour sa famille, pour sa mère, pour ses amis et pour même son amour, son premier amour, qui sont absolument terrifiants en fait. Il ne va avoir plus goût à rien, il va vraiment finir seul à juste attendre qu'il se passe quelque chose au fort. Et c'est terrible, c'est vraiment terrible. Il y a des moments dans l'ouvrage qui sont réellement badants, je vous le jure, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais il y avait des passages, je les relisais plusieurs fois, je me disais mais mon dieu, mais quel cauchemar en fait, le personnage est piégé, il est enlisé dans une routine dont il ne peut pas sortir. Et cette image du désert, elle est parfaite, parce que voilà, c'est le désert des Tartares qui est au-delà du fort, bien entendu, mais c'est cet enlisement dans cette routine, dans cette absurdité, dans cette attente où rien ne vient. C'est aussi voilà, le sable du temps qui s'écoule dans le sablier. Bref, on retrouve cette image tout le long du livre et c'est terrifiant en fait. On se rend compte que Drogo ne peut plus rien faire, que plus le temps passe, en fait, plus c'est difficile de sortir de ces carcans. Et c'est très dur parce que moi personnellement ça me renvoie à des thématiques que je trouve vraiment terrifiantes. Enfin, le fait que le temps est immuable, c'est quand même quelque chose d'assez terrifiant finalement.
Donc bref, moi ça m'a particulièrement touchée, mais pourtant on pourrait croire que c'est un livre qui est très pessimiste, qui est très pessimiste. En plus il y a une critique un peu de toutes les règles militaires qui n'ont pas vraiment de sens, qui sont même absurdes. Enfin ils ont tout un jeu de mots de passe quand ils passent dans les remparts du fort où ils doivent s'échanger des mots de passe. Enfin ça n'a juste aucun sens et ça les met même dans des situations terribles ça les met même dans des situations terribles à certains moments qui auraient vraiment pu être évités. Donc il y a vraiment aussi tout cet aspect-là qui est intéressant. Et voilà, mais malgré tout, malgré ce côté où on pourrait croire, voilà, c'est un livre qui est badant, c'est un livre qui met mal à l'aise, c'est un livre qui est pessimiste, je trouve que pas du tout en fait. Déjà, le fait que Buzzati écrive un livre comme ça, c'est un peu un... C'est pour nous interpeller, c'est pour nous dire ne faites pas comme Drogo, regardez dans la situation dans laquelle il se retrouve, prenez conscience à votre tour de... Si jamais vous êtes dans ces situations, prenez-en conscience, libérez-vous. Et puis je peux pas m'empêcher de penser que sur la fin, le personnage principal, donc Drogo, a une espèce de lueur, a une espèce de vivacité qui arrive, et voilà, qui forcément que je ne peux interpréter que comme de l'espoir. Enfin là, Buzzati, il nous dit, regardez, il prend conscience, vous aussi vous êtes en train de prendre conscience, on a toute la vie pour se battre, on a toute la vie pour reprendre les rênes de sa vie, et voilà, et se libérer, quoi. Donc vraiment, c'est un livre que j'ai trouvé incroyable, moi qui d'ores et déjà fait partie de mes meilleures lectures 2021, mais qui fait peut-être même partie de mes meilleures lectures en général. Sûrement parce qu'il fait écho à des choses personnelles que j'ai pu vivre, je pense, forcément, ça joue beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est un livre qui est brillant, je trouve, qui est très très bien écrit, qui est accessible aussi, bien entendu. Et voilà, lisez-le, c'est vraiment un excellent livre. J'avais beaucoup aimé les quelques nouvelles de Buzzati que j'avais découvert, mais alors là, Le désert des Tartares, c'est incroyable, c'est vraiment un livre... une révolution. Donc non, vraiment je vous recommande, enfin ça va vous faire bader, c'est un livre qui fait se remettre en question, qui fait un peu peur même parfois, mais que je trouve absolument fascinant et que c'est absolument... qu'il est très important de lire et voilà, qui je dirais, dans mon cas, a été salvateur et à vous de vous faire votre propre idée bien sûr, mais voilà, c'est une lecture que je recommande chaudement et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis sur ces livres en commentaire ou si vous avez des recommandations d'ouvrages à me faire. Et on se retrouve pour une très prochaine vidéo. Salut!